Normalement, le micro fonctionne. On va prendre un peu d'avance parce qu'on a plein de trucs à dire. Donc, on va vous parler des extensions de noms de domaine, en fait, des noms de domaine en général. On va faire un petit tour sur la technologie, mais essayer de parler plutôt des anecdotes et ce genre de choses, et vous expliquer aussi ce que c'est. Donc, je suis Théo Bouget, je suis SRE chez Domaine, donc dans l'équipe Domaine de OVH Cloud. SRE, c'est un peu un métier de pompier, c'est-à-dire je vais faire de la prévention en amont et du coup de l'extinction d'incendie en aval. Et je suis Benoît, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi je suis développeur, ça je pense que vous connaissez. En gros, moi je crée des bugs, je crée de la dette technique et c'est grâce à moi que Théo a du travail. Alors on va vous parler aujourd'hui des fondations d'Internet, on va parler des noms de domaine, de petites histoires que vous ne connaissez pas forcément, qui se cachent derrière. Donc commençons par les bases. Un nom de domaine, on parle des fondations d'Internet, on va commencer par le navigateur. Là j'ai une URL que j'ai tapée dans mon navigateur, quel est le nom de domaine ? Voilà, ovhcloud.com, vous n'êtes pas tombé dans le piège, il n'y a pas les 3W. 3W va être, alors selon les termes, un sous-domaine, ou éventuellement un nom d'hôte d'une machine. Voilà. Je ne détaille pas le reste, vous connaissez. La terminologie qu'on va utiliser, on va découper notre nom de domaine en deux parties. Avant le point, ça va être l'étiquette. Donc ça, c'est un truc qui est totalement variable, qui est au choix de la personne qui va le commander. Et la deuxième partie, c'est l'extension. Là, l'extension, elle est par contre prédéfinie parmi une liste d'extensions existantes. Là, parmi vous, combien vous sauriez me citer d'extensions que vous connaissez ? Vous me dites un nombre et vous vous engagez à les dire après. Si vous dépassez la dizaine, je vous ferai cadeau, on ne va peut-être pas avoir le temps. Bon, grosso modo, il y en a quelques milliers, donc je pense qu'on ne va pas passer la journée là-dessus. On va voir quand même quelques petites dizaines aujourd'hui. Alors, là, si j'ai un domaine toto.fr, c'est quoi l'extension ? C'est bien, vous êtes réveillés, c'est bien FR. Si j'ai un domaine comme toto.fr, quelle est l'extension ? C'est toujours FR, d'ailleurs, ce n'est pas un domaine, hein, c'est un sous-domaine, mais j'essaie de vous induire en erreur. Toto.gouv.fr ? Ah non, ce n'est pas FR cette fois-ci, c'est gouv.fr. Gouv.fr est une extension à part entière qui est administrée par la FNIC, qui gère aussi le .fr. C'est une extension qui est réservée aux institutions gouvernementales. Toto.com.fr. Ouais, je l'ai entendu. Alors j'ai eu un peu des deux, mais il y a quand même eu un com.fr. Effectivement, c'est bien ça. C'est aussi une sous-extension. Et toto.fr.com. Là, voilà, pas de piège, on est bien sur le com. Toto.notaire.fr. Vous avez peut-être déjà vu des trucs comme ça. Alors, vous êtes un peu perdu, et c'est normal, je vous rassure, nous, on bosse dedans et on est aussi un peu perdu. Techniquement, l'extension, c'est le FR. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a quelqu'un qui a acheté le domaine notaire.fr et d'autres domaines du même type, avocat.fr, etc., et qui a monté un business où il va sous-louer en fait, les sous-domaines. Et donc, vous pouvez acheter des sous-domaines de notaire.fr comme si c'était des domaines à proprement parler. Donc, d'un point de vue logique, on va dire, l'extension ce serait notaire.fr, mais d'un point de vue physique, c'est FR. Bon, je pense que vous avez compris un peu le truc. On a différentes formes d'extensions. Il y a les extensions simples qu'on va appeler les TLD, Top Level Domain, qui ont juste un seul terme. Il y en a qui en ont deux, comme le gouv.fr, et il y en a des un peu plus compliqués, mais c'est très rare, qui en ont trois. Il y a une liste non officielle d'extensions, parce que c'est un peu le fouillis. Qui d'ailleurs, il y a même des éléments qui se discutent dans cette liste, mais c'est une liste communautaire qui est maintenue par les gens de Mozilla. Donc forcément, c'est un peu lié au navigateur. L'idée, c'est de savoir dire dans un nom de domaine, enfin dans une URL, quelle va être l'extension. Il y a un autre découpage possible en extension qui va être les extensions de pays liées à des pays et les extensions génériques, donc tout le reste, globalement. Donc je vais parler de GTLD et de CCTLD. Un exemple simple, FR, c'est la France, donc c'est un pays. Okay ?
Donc vous allez me dire, comme ça, pour tous mes exercices, pour tous mes petits exemples, là, est-ce que c'est pays? Si oui, lequel? Ou est-ce que c'est un générique? Comme générique, effectivement. Point co? Non, mais j'y reviendrai. Ouais, voilà. Donc c'est un pays, c'est la Colombie, c'est pas le Commonwealth. Le Commonwealth, tu l'as sur le co.uk. Je ne sais pas, quelqu'un l'a dit par ici. Gouv.fr. Donc CCTLD, France, c'est ça. BZH. Ah oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas en Bretagne. C'est vrai qu'ici on n'est pas en Bretagne. Bon, nous on vient de Rennes, donc ça nous parle un peu plus. Donc BZH pour Braze. Je l'ai entendu là, c'est un générique. C'est pas un pays. .eu pour l'Europe. Non, c'est pas un générique, c'est un pays. Celui-là, il est géré par l'Europe. Le EU, mais en caractère grec. Il existe. C'est aussi un pays. En fait, il a été créé en même temps. Quand on a créé le EU, on a créé en lettres cyrilliques et en lettres grecques pour avoir tous les alphabets officiels de l'Europe. Donc c'est aussi un CCTLD. Le Asia. Faut pas trop chercher la logique, hein. Il n'y en a pas. C'est un générique. Le point dev, générique, celui-là est facile, vous l'avez. AI. Alors j'ai eu des réponses rapides, génériques, et puis des gens qui ont réfléchi un peu plus, qui hésitaient, et effectivement ils ont raison d'hésiter. C'est un pays, le point AI. Oh. Donc des gens connaissent l'île de Tuvalu, bravo, c'est bien le point TV qui est un pays. Et le point radio, puisqu'on était dans la TV radio, c'est un générique. Bon, c'est quoi la règle? Vous avez compris? Bon, retenez, même si ce n'est pas une règle absolue, ça marche quand même quasiment tout le temps, 2 caractères, c'est un pays, parce qu'en fait, les CCTLD ils sont basés sur les codes pays à 2 lettres. Et vous prenez ces codes pays, vous les passez en minuscules, et ça devient l'extension du pays. Voilà, tout simplement. Et donc tout le reste, tout ce qui fait 3 caractères ou plus, c'est du générique. Sauf quand ce n'est pas le cas. Et après, les extensions de pays peuvent être détournées, comme ça a été le cas pour le AI, pour le TV par exemple. Au grand bonheur des pays, mais ça on en reparlera. On l'a évoqué pour le point EU. Vous verrez aussi parfois des extensions, voire des noms de domaine, qui utilisent des alphabets non latins. Pourquoi? L'idée, c'est d'internationaliser un petit peu ce monde-là, de ne pas se fermer aux Occidentaux qui utilisent des alphabets latins. Et encore, quand je dis ça, on n'a pas les accents. Hein, donc même pour nous, Français, on ne peut pas avoir des noms de domaine avec accent si on n'a pas ça. Donc on a rajouté une notation qu'on appelle le Punicode, qui va permettre d'encoder n'importe quel domaine Unicode en ASCII. Donc le U, par exemple, ça se code comme ça. Donc tout ce qui commence par xn-, c'est un domaine Unicode. Je vais passer la main à Théo pour un peu de technique. Ouais, un peu. Alors, on va essayer d'être dans les grandes lignes du DNS. Le DNS, c'est quelque chose qui vous permet de trouver quelque chose. En gros, dans une carte de France, là, si je vous disais, par exemple, de me pointer vers l'université sur cette carte-là, bon, on serait quelque part en France, quoi. L'idée, c'est que c'est assez compliqué de pouvoir trouver quelque chose quand on est sur une carte, quand on est sur une échelle macro. Donc, on va essayer plutôt de tout savoir, on va essayer de passer par des intermédiaires qui, eux, vont avoir des informations de plus en plus précises. Par exemple, si je dois trouver quelque chose, je vais essayer de trouver quelque chose qui va me permettre de trouver des intermédiaires. Donc là, typiquement, j'ai une racine qu'on va appeler l'ICANN. Je vais avoir des bureaux de poste qui vont être un peu partout dans le monde, et je vais avoir des serveurs. Et l'idée, ça va être, au lieu de savoir où sont les serveurs, de demander à l'ICANN. L'ICANN va me dire « je ne sais pas », mais par contre, je sais très bien qu'il y a un bureau de poste pas loin. Et l'idée du bureau de poste, après, je vais aller voir le bureau de poste, et le bureau de poste va me dire bah, « le serveur, il est là ». Typiquement, dans les DNS, c'est à peu près la même chose. Vos ordinateurs font rarement les requêtes DNS eux-mêmes. Généralement, ils passent par un serveur DNS un peu central. Généralement, c'est votre box Internet.
Donc quand je vais vouloir essayer de résoudre bunny.net ici, je vais d'abord essayer d'aller demander au root server, toujours géré par l'ICANN, on va en reparler, qui va me dire, moi je ne sais pas. Par contre, moi ce que je sais très bien, c'est qui gère le .net. Et ensuite, on va itérer comme ça. Donc par exemple, je vais aller ensuite demander au .net, qui gère bunny.net. Et bunny.net va me dire, moi je ne sais pas, par contre, je sais où est le serveur DNS de bunny.net. Et c'est lui qui va pouvoir me répondre. Et donc l'idée, ça va être comme ça, de faire un truc un peu itératif pour avoir quelque chose de plus en plus précis. Les DNS, c'est basé sur un zone file. Je ne vais pas rentrer en gros dans les détails. Les trucs importants à savoir, c'est qu'il va y avoir des records A et des records quadruple A. Les records A, c'est pour une IPv4, et les records quadruple A, c'est pour une IPv6. Voilà. C'est composé de différentes records. Bref. Bon, on va passer par un exemple. Par exemple, si je veux résoudre www.toto.fr, comment je fais, quelle succession de serveurs DNS je vais devoir appeler. Donc, en premier, je vais avoir du coup l'ICANN, le DNS racine. Ensuite, je vais aller demander au serveur DNS du .fr. Et ensuite, je vais pouvoir aller chercher directement le serveur DNS de toto.fr, typiquement. Maintenant, comment je fais, nouveau quiz, comment je fais pour résoudre www.toto.gouv.fr? Quelle succession de serveurs DNS je vais demander? Oh, ça digère là. Ouais, en fait, on est exactement à peu près la même chose, avec une subtilité, c'est-à-dire que vu que, comme Benoît l'a dit au départ, c'est la même entreprise qui gère le .fr et le .gouv.fr, du coup, il va directement me répondre, quand je vais lui demander gouv.fr, il va directement me répondre le nom de domaine final, sans avoir à itérer sur chacune des extensions. Comment je fais pour résoudre www.toto.notaire.fr? On en a parlé un peu au début. Exactement. En fait, là, du coup, je vais devoir avoir besoin de faire toutes les étapes, c'est-à-dire d'abord aller demander à la racine, ensuite le .fr, ensuite notaire.fr, et exactement, pour finir, le dernier serveur. Et www.toto.co.uk, donc l'extension du coup du Commonwealth. Et ben, on est un peu comme sur le gouv.fr, c'est-à-dire je vais d'abord aller à la racine, ensuite je vais demander au serveur du UK. Et vu que c'est la même entreprise qui gère le co.uk et le UK, du coup, il va directement me renvoyer vers le serveur final. Une chose intéressante dans le quiz que je vous ai montré avant, c'est qu'on voit la prépondérance du serveur racine. À chaque fois, c'est l'ICANN. Il est possible de passer par autre chose que l'ICANN. Il y a en particulier OpenNIC, qui est une alternative un peu ouverte, pour gérer des extensions qui ne sont pas gérées par l'ICANN et qui ne sont pas gérées par les Américains en particulier. Donc le point libre et le point geek, par exemple, sont deux extensions de OpenNIC. La principale problématique, ça va être que vous allez avoir besoin de changer votre serveur racine sur votre ordinateur ou sur votre box, ce qui se révèle de temps en temps un peu compliqué. Du coup, pour pouvoir résoudre d'autres extensions. Le gros avantage, c'est que OpenNIC propose lui-même un fallback vers l'ICANN, donc pour pouvoir résoudre toutes les extensions qui ne sont pas gérées par OpenNIC. Typiquement, si vous voulez résoudre le .fr, en ayant le serveur racine de OpenNIC, vous allez pouvoir résoudre aussi les .fr et toutes les extensions de l'ICANN. On a itéré sur une configuration spécifique, maintenant avec des logiciels spécifiques, un logiciel complet de résolution. Là, le .onion pour le projet Tor. L'idée, ça va être d'avoir un service, enfin le projet Tor, c'est d'avoir un service caché, anonyme et sécurisé. J'ai oublié. Et donc l'idée, ça va être du coup d'avoir un logiciel spécifique, pour pouvoir résoudre un .onion qui lui demande un logiciel. Okay. Mais qui dit anonyme, ça veut dire qu'il y a des réseaux pas anonymes. Et donc du coup, comment on fait pour résoudre, quand on est sur l'Internet standard, comment on fait pour avoir le propriétaire d'une ressource sur Internet, donc que ce soit un nom de domaine, une IP.
L'idée, ça va être d'utiliser un service qui est assez connu qui s'appelle le Whois. Je ne sais pas si... Ouais. Le Whois a été né en 82 pour pouvoir savoir qui se cachait derrière une ressource. Il a été tué en 2005 pour tout un tas de raisons, en particulier parce qu'il n'y a pas de standard. C'est-à-dire, c'est un champ texte libre, chacun fait un peu ce qu'il veut, et c'est difficilement parsable par une machine. Alors, à l'ère des IA, on pourrait imaginer des trucs, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez compliqué. Du coup, il a été tué l'année dernière pour pouvoir être remplacé par une nouvelle technologie qui s'appelle le RDAP, qui, lui, est beaucoup plus facile à résoudre. C'est du JSON, c'est assez facile, ça peut être parsable par n'importe quel client web standard. Donc là, typiquement, on pourrait aller voir le RDAP de Tourentech sur un site qui s'appelle rdap.org, qui est un client RDAP en ligne qui vous permet d'avoir une interface graphique pour lire un RDAP, parce que c'est du JSON, c'est pas très pratique à lire. Merci. Donc voilà, là on a vu vraiment les mécanismes de base, comment on trouve le nom de domaine dans votre URL, comment on trouve l'adresse IP du serveur qui correspond à votre nom de domaine grâce au mécanisme de DNS. Et là on va voir un petit peu maintenant, on va rentrer dans les entrailles de tout ce mécanisme-là, mais plus d'un point de vue géopolitique et stratégique. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les acteurs qui entrent en jeu dans tous ces processus. Donc on a beaucoup parlé de l'ICANN. L'ICANN, c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Names, c'est les noms de domaine. Numbers, c'est les adresses IP. Donc c'est un organisme international qui régit les extensions disponibles et également les adresses IP, comme on l'a vu avec les serveurs DNS Racine. C'est une corporation, c'est une entreprise américaine, mais à but non lucratif. Il se trouve que c'est une entreprise qui a été créée en 1998, mais à la suite d'une association qui était l'IANA, qui était fortement liée contractuellement au gouvernement américain. Donc globalement, c'était les Américains qui régissaient l'Internet. Ça a été énormément discuté par les autres États, et au final, ils sont arrivés à une quasi-neutralité, au sens où aujourd'hui, il n'y a plus de contrat entre l'ICANN et les États-Unis. Ils sont autonomes, mais ça reste une société de droit américain qui paye ses taxes aux États-Unis, qui paye des salaires aux États-Unis, etc. Donc l'ICANN décide quelles sont les extensions qui sont mises en vente et va déléguer leur gestion à des registres. Alors quand on parle de CCTLD, c'est les pays qui vont être responsables de ce qui est fait par l'extension. Donc ce sont les États qui vont choisir des sociétés, des associations pour gérer leur extension. Donc par exemple pour le .fr, c'est l'AFNIC, mais c'est l'État qui est en charge de définir les règles. Donc combien de temps le domaine va être valide, tout ce qui est lié au cycle de vie. Les règles d'éligibilité, par exemple, pour acheter un .fr, il faut être citoyen européen ou résident européen, l'un des deux. Si vous n'avez aucune des deux conditions, vous ne pouvez pas acheter un .fr, et d'ailleurs, globalement, aucune extension en pays européen. Le registre, il y a la partie administrative, là en l'occurrence c'est l'État, et la partie technique, ce n'est pas toujours la même entité, là c'est l'AFNIC. Par exemple, le .bzh, il y a une association qui gère la partie administrative et l'AFNIC, qui est également back-end technique pour eux. Mais il y a plein de registres qui gèrent les deux côtés. Pour le .com, par exemple, c'est VeriSign, une entreprise américaine qui gère l'intégralité du flux. Alors, comme il y a beaucoup de registres, et que vous, clients, quand vous voulez commander un nom de domaine, vous voulez souvent en commander plusieurs, mais avec la même étiquette, en faisant juste varier les extensions, si on allait au bout de la logique, vous auriez plein d'interlocuteurs, un pour chaque extension, avec en plus des contraintes réglementaires un peu différentes. Donc l'idée, c'est de passer par des intermédiaires qu'on appelle les bureaux d'enregistrement. Le client n'est jamais en contact directement avec un registre. Il passe toujours par un bureau d'enregistrement qui va abstraire toute cette complexité. Donc vous avez un seul interlocuteur, vous lui demandez ce que vous voulez, et le bureau d'enregistrement se charge de répartir les demandes partout et de faire en sorte que votre domaine soit commandé et continue et vive son cycle de vie et tout au long pendant que vous en avez besoin. Donc nous, c'est là qu'on se positionne au VH Cloud, on est bureau d'enregistrement. Et c'est sûrement comme ça que vous nous connaissez d'ailleurs, si vous avez acheté des noms de domaine. Alors il y a d'autres acteurs, je vais passer rapidement dessus, des tiers de confiance chez qui toutes les données des bureaux d'enregistrement et des registres doivent être envoyées par sécurité. On ne sait jamais s'il y a un data center qui brûle, par exemple. Ça permet d'avoir une copie de sauvegarde et de maintenir l'activité des clients. On peut avoir des bureaux d'enregistrement intermédiaires
donc entre des bureaux d'enregistrement et des registres. On a des typologies de clients intéressantes aussi. Vous les connaissez, des gens qui vont acheter des domaines, plein de domaines pas chers, et qui vont s'en servir pour faire des choses pas très sympas. Par exemple, envoyer plein de spam, ou générer des liens de phishing qui vont usurper l'identité de sites existants. Mais ça fait partie du business. Donc nous, à OVH, on a une entité qui est en charge justement de détecter ces abus et de désactiver les sites quand il y a besoin. Il y a des domainers, eux, ce sont des acteurs qui vont faire de la spéculation sur les noms de domaines. Ils vont en acheter des domaines qui pensent avoir de la valeur, et puis les revendre à un prix supérieur à leur prix d'achat, à des clients qui les voudraient. Puis il y a comme ça tout un mécanisme d'achat-revente qui se met en place. On est vraiment sur de la spéculation comme pour des actions. Voilà, on va revenir un petit peu aux petites histoires et je rends la main à Théo. Oui, tout à fait. On va faire un peu le tour d'extensions de CCTLD qui sont un peu connues. Donc effectivement, on en parlait tout à l'heure, le TV, qui est assez réputé, et surtout pour son usage détourné, c'est-à-dire en particulier parce que dans la plupart des pays, TV veut dire la télévision. Donc effectivement, il va avoir un usage détourné. Typiquement en France, on a France.tv, qui est le site de surtout le SI de France Télévisions. Vous m'avez cité le pays tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me le reciter, le pays derrière TV? Tuvalu, exactement. Est-ce que vous pouvez me le situer sur une carte, Tuvalu? Effectivement, sous l'eau dans quelques années, mais actuellement, c'est une île du Pacifique. Exactement. Ce qui est assez intéressant... Elle est quand même très bleue, hein. Elle est déjà sous l'eau. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour le .tv, par exemple, ça représente 6% de son PIB, juste les ventes de noms de domaine. Donc c'est une manne financière assez importante pour ces petits pays qui, par chance, ont une extension qui marche bien. Mais avançons un peu et on va parler de trucs plus récents. Le .ai, qui est un CCTLD, on en a parlé au début. Est-ce que vous pouvez me dire le pays? Ouais, c'est une île. Exactement. Oh, bien joué. Ouais, bon. Vous me l'auriez cité sur une carte, la Jamaïque. Bon. Effectivement, donc c'est une île en Jamaïque. Pareil, même constat, une île qui va disparaître sous l'eau aussi. Là, c'est un peu plus intéressant parce qu'on est sur un truc très très hype, vraiment la hype du moment. Et donc là, on est sur 30% du PIB de l'État l'année dernière. Vraiment un truc fou. Avec une dynamique en plus très très positive. Enfin, ils ont fait x2 en un an. Exactement, exactement. Et, en fait, on est l'année dernière à 1 million de noms de domaines. L'année d'avant, on était à 500 000. Donc vraiment une x2, exactement x2. Donc sur un nom de domaine à $80 par an. Alors tout ne revient pas au registre. Il y en a une partie pour le registrar, le bureau d'enregistrement, et une partie pour l'ICANN. Mais une grosse partie de cette enveloppe de $80 du coup revient au registre. Ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à il y a quelques années, c'était un gars dans une université qui s'occupait du .ai, parce que tout le monde s'en fichait. Et jusqu'à il y a 3 ans, du coup, où là, ça a commencé à devenir un peu compliqué de gérer ça tout seul avec des mails, puisque certains registres, on communique avec eux par mail. Et donc là, ça a commencé à être un peu compliqué pour lui. Et donc, du coup, en fait, ils ont délégué ça à une énorme entreprise qui gère ça très bien. Et effectivement, c'est plus simple pour tout le monde. Et voilà. Si on avance un peu sur une autre extension, le point YouTube, est-ce que vous savez quel pays se cache derrière le point YouTube? Eh bien, Cocorico, c'est la France, Mayotte. Donc, bon, là, le PIB est négligeable, hein, bien sûr, mais voilà, on est sur des usages un peu détournés, là, encore une fois, par chance, encore une fois. Est-ce que vous savez quel pays se cache derrière le LI, en particulier le service Bitly? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le minifieur d'URL, il y a quelques années. Eh ben, c'est la Libye. Et c'est assez intéressant parce que du jour au lendemain, la Libye peut couper son Internet et le site Bitly disparaît instantanément. Donc c'est ce qui s'est passé, ce qui leur a posé plein de problèmes, et donc du coup ils sont passés sur un .com. C'est quand même vachement plus simple à gérer.
Là, le PIB est négligeable. On est sur une part négligeable du PIB, on est à 0,1% du PIB. Le point IO, qui est aussi un CCTLD. Et tu me les situes sur une carte? Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Effectivement, on est sur du territoire britannique dans l'océan Indien. Alors là, juste actuellement, là, vraiment depuis quelques mois, ça fait vraiment l'actualité, puisque l'Angleterre a décidé de rétrocéder ce pays, enfin ce bout de terre à Mayotte, à Maurice, pardon. Donc le pays Maurice. Ce qui pose plein de problèmes, en particulier au niveau de l'extension aussi, parce qu'on ne sait pas si l'extension va disparaître ou pas. Voilà, ce qui cause beaucoup d'incertitudes. Et donc, par exemple, un service qui était sur cette extension, qui s'appelait Draw.io, qui est devenu Diagram.net, pour exactement cette raison, c'est-à-dire de l'insécurité autour de leur extension. Ils ont décidé du coup de partir. Le .io, c'est non négligeable, hein, c'est 2 millions de noms de domaine, donc il y a quand même une opportunité et de l'argent derrière. Le .af, l'Afghanistan. Mais est-ce que vous le situez sur une carte? Oui, je pense. Là, c'est assez intéressant parce que qu'est-ce qui se passe quand plus aucune entreprise n'a le droit d'envoyer de l'argent en Afghanistan, n'a le droit de payer des choses en Afghanistan? Et ben, ça se passe exactement ce qui doit se passer, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire les gens perdent leur nom de domaine. Nous, on avait des clients, par exemple, qui avaient acheté des noms de domaine en .f. On a perdu les noms de domaine parce qu'on ne peut pas envoyer d'argent en Afghanistan. Pays suivant, le .IQ. Je l'ai entendu, exactement, la Yougoslavie. Alors là, plein de trucs aussi intéressants. Donc, le .YQ, il a été créé en 89. En 91, c'est déjà, donc 2 ans plus tard, c'est déjà la scission de la Yougoslavie. C'est-à-dire il y a déjà la Croatie et la Slovénie qui se séparent. Et aussi pour l'année 91, c'est le début de la commercialisation. C'est-à-dire on va commencer à vendre un certain nombre de noms de domaine. Mais, coup de théâtre, en 92, des agents slovènes arrivent dans le data center, cassent tout et détruisent la base de données. Donc il y a tous aussi dans les noms de domaine un point de vue géopolitique important, c'est-à-dire c'est du coup quelque chose que vous allez vouloir sécuriser parce que c'est stratégique pour un pays. En 94, la Serbie, donc ce qui est devenu la Yougoslavie, c'est devenu plus ou moins la Serbie. Et l'extension n'est plus commercialisée depuis 2002, donc c'est-à-dire on ne peut plus créer de nom de domaine. Et en 2010, l'extension a été supprimée par l'ICANN, ce qui correspond à 4000 noms de domaine. Donc il restait en 2010 4000 noms de domaine sur l'extension et qui ont été tous supprimés. Le dernier pays, le .SU. Non, pas du tout. C'est l'Union soviétique. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en 2001, l'ICANN, là encore, propose de supprimer l'extension, qui n'a plus de sens du coup au XXIe siècle. Ça a été refusé par la Russie, qui a décidé de conserver l'extension. Et donc, il faut savoir que là, cette année, en 2026, l'extension est toujours active et est toujours achetable, moyennant la restriction d'envoyer de l'argent en Russie, hein, bien sûr. Et donc, il reste environ 100 000 domaines sur l'extension, là, actuellement, en 2026. Voilà, donc après ce petit cours de géopolitique, merci Théo, on va passer à un monde un peu plus global. Et là, on va aborder plutôt des enjeux financiers. Donc, parmi vous, il y en a certainement qui ont déjà acheté un nom de domaine. Vous savez à quoi vous vous engagez. Globalement, c'est 10, 20, allez, 50 € maximum par an que votre nom de domaine va vous coûter. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça, c'est multiplié par des millions de noms de domaine tout autour du monde. Donc là, on commence à arriver dans des montants qui sont assez intéressants. Donc forcément, derrière, il y a des enjeux financiers importants. On a à peine évoqué tout à l'heure le cas des domaineurs hein, qui font de la spéculation, mais il y a plus intéressant que ça. Refaisons un petit peu d'histoire. Au début d'Internet, il y avait très peu d'extensions qui existaient, donc des génériques TLD. Donc jusqu'en 2004, il y en avait une vingtaine. Il y en a que vous les connaissez, il y en a que vous ne les connaissez pas. Ils existent tous hein, encore, hein, mais ils sont plus ou moins utilisés. Du coup, l'ICANN s'est dit, tiens, on va essayer d'en faire un peu plus et on va faire ça bien.
en grand, on va faire un appel à proposition. Donc c'est ce qui s'est passé. En 2012, ils ont fait un appel à candidature. N'importe quelle entité était libre de proposer une nouvelle extension. Pour ça, il fallait juste faire un dossier et payer des frais de dossier d'environ 200 000 €. Le process est relativement simple. On regarde le dossier, on met en route, on valide, on met en route la délégation pour que d'un point de vue technique, ça puisse démarrer. Bon, évidemment, il y a des petits accrochages. En bleu, par exemple, on va autoriser une période pendant laquelle des gens vont pouvoir faire opposition à des extensions qui auront été proposées pour éviter les soucis plus tard. Et puis en violet, on peut avoir des conflits, plusieurs entités qui demandent la même extension. Ce qui paraît logique, à partir du moment où c'est un appel à proposition totalement ouvert, il y aura des conflits. Vous notez que les conflits sont réglés assez rapidement, 5 mois ici, 6 mois ici. Évidemment, ce n'est pas du tout vrai. Si on regarde les dernières validations d'extension, la dernière, ça a été validé en 2022, donc 10 ans après. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui sont validés. L'ICANN a officialisé en fin d'année dernière qu'ils ne valideraient plus rien, que les quelques dossiers qui restaient en attente ne seraient pas traités, et ils ont proposé un remboursement partiel des frais de dossier. Partiel. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, malgré que des extensions ont été validées au fil de l'eau, ce n'est pas pour autant qu'elles sont toutes vendues. Là, par exemple, le point mobile, la semaine prochaine, vous pourrez l'acheter. Mais pas avant. Là, aujourd'hui, en fait, il est en vente depuis la semaine dernière, mais en mode Early Access. Donc il faut fournir une preuve de marque pour avoir votre propre domaine en point mobile. Et je crois que c'est la semaine prochaine, il semble que c'était 2 semaines la durée de l'Early Access, ou au pire début mars, vous pourrez acheter votre nouveau domaine en point mobile. Peut-être chez nous, mais ce n'est pas sûr encore. Donc voilà, c'est encore, bien que tout ça, ça a été démarré il y a 15 ans, ça bouge encore. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cet appel à proposition? On a vu tout un tas de typologies d'extensions. Par exemple, des extensions géographiques qui vont permettre d'internationaliser encore plus Internet. On l'a évoqué tout à l'heure avec le point Asia et les caractères, les alphabets un peu variés. Donc là, par exemple, vous avez des régions du monde à gauche. À droite, c'est la même chose, mais dans la langue du pays. Donc le point arabe, point China, point Japan, point online en cyrillique. On va avoir des extensions à usage interne, des choses assez intéressantes. Par exemple, Leclerc a tendance à beaucoup utiliser son extension. En particulier, par exemple, drive.leclerc ou alors location.leclerc. C'est leur site, du coup, ils l'utilisent massivement pour assurer la cohérence. On va avoir Cuisinella aussi, qui est un autre exemple qui permet, du coup, qui utilise sa propre extension. Et Google, qui va avoir un avis un peu différent, c'est-à-dire elle va totalement se séparer, ils vont avoir envie de totalement séparer, de séparer l'aspect commercial de l'aspect marketing. Donc plutôt essayer d'utiliser leur extension pour faire des choses de point de vue marketing. Oui. Voilà, il y a d'autres entreprises qui ont fonctionné différemment. Par exemple, OVH, donc à l'époque où il s'appelait OVH, ont donc créé l'extension en .ovh et cette extension-là est commercialisée. Elle n'est pas réservée à un usage interne. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter des domaines en .ovh. Alors là, pour le coup, uniquement chez nous. Je crois qu'on est les seuls revendeurs. Pourquoi ça a été fait? C'est en dehors de la hype du moment. C'était que l'idée, c'était de fournir à chaque client un nom de domaine en .ovh automatiquement, à chaque client serveur. Ce n'est pas forcément fait aujourd'hui. Ceci étant, l'extension n'est pas chère. Donc, en fait, il faut savoir que quand nous, on vend des extensions, nous, on paye. On paye de l'argent à l'ICANN, on paye de l'argent au registre. Tout est payant et tout est à l'acte, c'est-à-dire le renew, le trade, le transfert. Tout ça, c'est payant. L'idée, ça va être, même si pour vous, c'est gratuit, les registres ou les bureaux d'enregistrement payent. Les extensions qui sont moins utilisées, ou voire même supprimées depuis. Il y a un certain temps, la SNCF utilisait beaucoup le service oui.sncf. Ils s'étaient rebrandés entièrement sur ce système-là avant SNCF Connect. Donc ils utilisaient massivement aussi leur extension. Il s'avère que maintenant, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Ils sont passés sur SNCF Connect, et qui du coup utilise un .com. Et donc ils n'utilisent plus trop leur extension. Alors en back-office, c'est beaucoup utilisé, en particulier pour l'authentification. On le voit beaucoup dans leur système.
Et il y a même des entreprises qui ont demandé à supprimer leur extension, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas l'utilité, et qu'avoir une extension, ça coûte de l'argent tous les ans. En plus de tout ce qui est payant, c'est encore payant. Donc, ils ont demandé à supprimer leur extension. Il y a certaines extensions qui viennent avec des contraintes en plus. Donc, on a parlé tout à l'heure de règles d'éligibilité. Ça, c'est surtout vrai pour les CCTLD, mais pour les GTLD, il peut y avoir d'autres contraintes. Là, par exemple, on a le .dev ou .app. Si vous déployez un site ou une application web sur un domaine de ce type-là, vous êtes obligé de le sécuriser en HTTPS. Alors, il n'y a pas de chose d'un point de vue protocolaire qui vous oblige à avoir... Enfin, le nom de domaine n'inclut pas une sécurité pour pouvoir avoir pour obliger le HTTPS. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une verrue dans les navigateurs, donc dans Chrome et dans Firefox, qui oblige l'utilisation de l'HTTPS. Mais c'est vraiment des verrues dans les navigateurs. On va avoir des modèles de tarification différents. Par exemple, le point security, le point auto, qui sont des domaines assez chers. On en parlait tout à l'heure, un nom de domaine, en général, moins de 50 € par an. Là, on va avoir sur des modèles très précis ou des marchés très de niche. Du coup, des modèles assez chers. On a des business models très intéressants aussi. Le point SUX. Le point SUX, c'est un petit monsieur qui a créé cette extension pour tout simplement racketter les grandes marques. L'idée, c'est de les obliger à acheter leur propre nom de domaine chez lui pour éviter que quelqu'un d'autre l'achète et mette du contenu un peu diffamatoire sur ces pages-là. Donc, vous ne verrez jamais aucune page en point .sux, mais dites-vous bien qu'il y a déjà beaucoup de domaines qui ont été achetés, c'est juste qu'ils ne sont pas utilisés, ils sont là pour être... C'est de la réservation pour éviter que des gens fassent des bêtises avec. Donc, c'est pas super cool, mais c'est possible. On va avoir des extensions réservées, c'est-à-dire l'extension sur laquelle l'ICANN a décidé que vous pouviez les utiliser en local ou vous pouviez les utiliser sur vos réseaux privés parce qu'elles ne seraient jamais routées, en tout cas sur le serveur racine de l'ICANN. Donc l'exemple local invalide, c'est des choses qui sont très utilisées dans les tutos ou dans les tests unitaires. Donc du coup, vous pouvez les utiliser, on est sûr, l'ICANN a garanti qu'elles ne seraient jamais résolues. Au départ, Corp et Home, en 2012, il y a des entreprises qui les avaient demandé du coup, de créer des extensions. En fait, il y a eu pas mal de débats et on s'est rendu compte que c'était aussi utilisé dans les réseaux locaux. Et donc, du coup, elles ont été réservées aussi. Elles sont devenues réservées en 2012, alors que des projets étaient lancés. On va maintenant revenir au conflit. Donc, la partie bleue, la partie violette tout à l'heure. Donc, il y a un exemple assez connu de ça, c'est le point wine, une société qui a demandé à déposer le point wine. Et là, tous les producteurs de vin européens sont montés au créneau en disant non, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui vont nous piquer notre AOP, qui vont acheter le nom de domaine et faire des choses pas bien dessus. Bon, ils sont assis autour d'une table, ils ont fait les choses pas trop mal. Ils se sont mis d'accord pour en gros avoir une période pendant laquelle les domaines correspondant à ces marques-là, ces AOP, étaient réservés et ne pouvaient pas être vendus à des tiers. Donc du coup, ça n'a pas trop ralenti le process pour le coup. En 2015, le point wine a été délégué et a officiellement mis en vente, avec donc un mécanisme de réservation pour les AOP existantes. Le point Amazon, c'est un peu la même chose. Donc là, c'est Amazon, la marque que vous connaissez, qui l'a proposé. Et là, ce sont les populations qui vivaient en bordure du fleuve Amazonie, au Pérou et au Brésil essentiellement, qui sont montés au créneau en disant attendez, nous, le point Amazon, c'est notre région à nous, on a besoin on ne veut pas que les gens fassent n'importe quoi non plus avec. Donc, ils ont discuté, ça a pris un peu plus longtemps parce qu'il y a des gouvernements qui étaient impliqués, donc là, forcément, ça rajoute du délai, mais ils sont arrivés à un accord assez similaire où les domaines étaient réservés, et ça a été d'autant plus facile qu'en fait, Amazon ne vend pas son extension. Elle est réservée à un usage interne. Vous ne verrez jamais rien en point Amazon. Et donc, c'est délégué depuis 2020. Le point web. Alors, le point web, là, typiquement, on est dans la partie violette. Point web, c'est une extension qui est assez sympa, sur le papier, qui fait envie. Et comme elle fait envie, il y en a 7 qui l'ont demandé. Et qui avaient des moyens. Donc, comment ils ont fait ça? Personne n'a voulu lâcher. Ils sont partis faire un tour de vente aux enchères. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des enchères, mais il y a eu un grand vainqueur. Vous avez une idée combien ça a coûté à peu près, le montant des enchères? En ordre de grandeur? On me dit 20 millions par là, c'est plus. Ça s'est joué à 135 millions, quand même. C'est une
petite boîte que personne ne connaissait, qui s'appelait Nous.co, qui a avancé ces frais-là, à la grande surprise de tout le monde. Et les concurrents se sont rendus compte assez vite que, en fait, derrière Nous.co se cachait VeriSign. VeriSign, vous vous en rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le registre du .com. VeriSign, ils ont le .com qui domine tout. En gros, c'est l'extension un peu universelle. Et c'est un peu dommage parce que comme ça veut dire commercial, c'est pas censé être universel, alors que web l'est beaucoup plus. Donc ils se sont dit, le .web, c'est le successeur. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre me le pique, donc je vais me positionner dessus, mais je vais avancer caché, parce qu'il ne faudrait pas que les enchères montent trop non plus. Donc là, les 6 autres qui avaient perdu les enchères ont porté plainte. Enfin, il y a eu des tas de litiges un peu partout. Ils ont globalement toujours été déboutés, d'abord par l'ICANN, parce que forcément, l'ICANN est un peu jugé parti dans l'affaire. Hein. Les enchères ont été faites auprès de l'ICANN, j'ai oublié de le préciser, c'est-à-dire que c'est eux qui ont empoché les sous. Mais comme c'est une société à but non lucratif, ils se sont engagés à reverser l'intégralité des montants récoltés à des associations de leur choix. Bref, donc l'ICANN a toujours dit « mais non, il n'y a pas de problème, c'est régulier », c'est passé en justice, la justice a dit « ouais, ça a l'air pas mal, ok, on valide ». Bon, il y a eu beaucoup d'allers-retours, l'histoire elle n'est toujours pas finie, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne voyez toujours pas de point web. VeriSign, ils sont contents, hein, ils continuent à vendre du .com. Voilà. Bref, donc il y a des petites histoires comme ça, des choses qui bougent encore, quoi. Bref, en bilan, Théo. Si on fait un bilan du coup, voilà, de ce round de 2012, il y a eu 2000 candidatures reçues sur la période de 3 mois où les dossiers étaient soumettables en 2012. Sur les 2000, il n'y avait que 1400 choix différents, des extensions différentes. Sur les 1400, il y en a eu 1200 qui ont été approuvés. Les 200 qui restent étaient des mots qui étaient jugés problématiques, ou enfin bref, plus que le point sucks en tout cas. Sur ces 1200, il y en a eu 1153, ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont été activés. C'est-à-dire qu'il en reste en gros une quarantaine qui ont la possibilité de se faire rembourser. Bon, il s'avère que personne ne s'est fait rembourser pour le moment en tout cas. De manière assez intéressante. Et voilà. Si ensuite on fait un tour au niveau des chiffres de résultats de ce round, les 5 plus grosses extensions de ce round, donc c'est-à-dire seulement les extensions qui ont été créées à ce moment-là, en 2012, on a le point XYZ qui arrive en premier avec environ 7,5 millions de noms de domaine, ce qui correspond à 13% de l'ensemble des noms de domaine disponibles des extensions qui ont été vendues en 2012, ce qui en fait est ridiculement petit. C'est-à-dire le .com, on en parlait tout à l'heure, c'est 160 millions de noms de domaine, fois $10 l'année, voilà. Et l'ensemble du web, c'est 800 millions de noms de domaine environ. Alors, il s'avère que les CCTLD, on n'a pas de stats précises. Les CCTLD ne sont pas obligés de remonter leurs stats. À l'inverse des GTLD, eux qui sont dans l'obligation de remonter des stats extrêmement précises tous les jours. Donc, on peut découvrir l'ensemble des noms de domaine dans des GTLD, du coup, via les zone files dont je parlais tout à l'heure. Si on fait un petit tour au niveau des gros sous, c'est-à-dire vente aux enchères, on veut dire que du coup, il y a eu des gros sous. Le point tech, du coup, de Touraine Tech, typiquement, date du coup cette période-là, de 2012. Il a été acheté par une entreprise alors méconnue qui a été créée spécifiquement pour gérer le point tech, qui du coup a été créée à ce moment-là en 2012. Ensuite, on va avoir le point blog pour 8 millions de dollars, qui a été créé par Automatic. Automatic, c'est la boîte qui gérait WordPress. Bon, il s'avère que Automatic a décidé que finalement, ce n'était pas son taf de gérer l'extension, et donc elle a revendu l'extension depuis. C'est un business aussi de revendre les extensions une fois qu'on les a créées. Le point app, qui a été créé par Google, on en parlait tout à l'heure avec le HTTPS uniquement, qui a été acheté pour 25 millions de dollars. Ensuite, le point shop, qui a été créé pour 41 millions de dollars par GMO Registry. GMO Registry, c'est une énorme boîte qui gère énormément d'extensions. C'est un peu ce qu'on observe sur le business actuellement, c'est-à-dire il va y avoir plutôt des gros conglomérats qui vont racheter plutôt les extensions, plutôt que là où, en 2012, c'était plutôt des petites boîtes qui créaient chacune une extension. En fait, c'est en train de créer des gros conglomérats d'extensions. Et on en parlait tout à l'heure, la plus grosse enchère, c'est pour le point web. Du coup, VeriSign qui a déboursé 135 millions de dollars. Voilà. Alors, fort de ce succès, l'ICANN s'est dit, tiens, si on remettait ça. Donc, grande nouvelle, si vous voulez créer votre propre extension,
vous allez pouvoir faire ça courant 2026, a priori vers le printemps. Là, la date qui est annoncée pour l'instant, c'est courant avril. On est à peu près dans les mêmes conditions qu'avant, ça a un peu augmenté, mais ça c'est l'inflation, donc toujours 200 000 €, un peu plus. À savoir qu'il y a un petit bonus de 90 000 $ si jamais vous voulez aussi être back-end technique. Alors en vrai ça c'est trop tard parce que les évaluations sont déjà faites, mais là pour le coup c'est une bonne idée qu'ils ont eue, ils ont séparé en deux l'évaluation technique de la partie administration technique système de l'extension de la partie registre. L'idée, c'est que quand vous déposez un dossier, maintenant, vous allez choisir un back-end technique sur lequel vous allez vous appuyer parmi ceux qui ont été déjà validés. Ils ont réfléchi quand même à différents points où il y a des réflexions en cours, notamment sur les enchères. Ils ont vu que ce n'était pas hyper satisfaisant ce qui s'était passé. L'idée, c'est de vraiment simplifier, fluidifier le process, que ce soit plus simple, plus rapide pour tout le monde, et en particulier la gestion des conflits. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Alors, je vous ai dit que vous pouviez créer votre extension. En vrai, je ne vous le conseille pas, sauf si vous êtes dans une grande boîte, hein, éventuellement, parce que dans ce cas-là, ça peut être un moyen de réserver votre marque, comme on l'a vu pour certaines extensions, ou de vous en servir pour sécuriser un petit peu les communications. Parce que c'est vrai qu'avoir une extension, un domaine en point, le nom de sa marque, niveau phishing, vous êtes super safe. Personne ne pourra jamais falsifier vos noms de domaine. Il peut y avoir des business, si vous tombez sur une extension, si vous achetez une extension qui est relativement générique, vous allez un peu forcer les grosses marques à venir prendre leur nom de domaine aussi chez vous. Je pense au Point Tech, par exemple, hein, qui est un truc assez standard. Bon, le problème, c'est qu'il faut en trouver des génériques qui ne soient pas déjà commandés. Globalement, le plus intéressant, finalement, c'est ce dernier point, c'est qu'en simplifiant un peu les process, l'ICANN fait en sorte que l'impression que ça donne en tout cas, c'est qu'on va aller vers un cycle où les candidatures d'extension vont se faire plutôt au fil de l'eau. C'est-à-dire que ça ne va plus être fait tous les 14-15 ans, ça sera fait au fil de l'eau. Vous avez un projet d'extension, vous la soumettez et ça sera validé dans les mois qui suivent de façon un peu plus continue. Ça, c'est intéressant quand même. Ça permettra d'avoir un truc un peu plus progressif. Là où aujourd'hui, c'est en one shot et après, c'est les délégations qui se font un peu au fil de l'eau. Et donc, pour finir, un peu toutes les choses que je devais aborder, qu'on devait aborder, mais qu'on n'aura pas le temps dont on n'aura pas le temps de parler. On en parlait tout à l'heure des domaineurs. Alors, les domaineurs, ils ont leur terrain de jeu à eux. C'est l'aftermarket directement. C'est-à-dire, ils se vendent les noms de domaine entre eux. Et il y a des grosses boîtes aussi qui peuvent acheter. Donc, ça, c'est géré en gros par deux grosses boîtes qui sont deux places de marché où tout le monde est un peu synchronisé. Et donc, tout le monde peut s'acheter des noms de domaine. Par exemple, chez OVH, nous, on est connecté avec les deux places de marché. Et donc, quand vous voyez vendu par un tiers, ça veut dire que du coup, on est passé par ces places de marché-là. Et c'est souvent un peu plus cher. Et c'est souvent un peu plus cher, voilà. Un exemple récent, là, on vient d'avoir des news, il y a le AI.com qui vient d'être vendu à 70 millions de $ en crypto. Voilà. Mais ça, c'est très, très exceptionnel. Nous, on a vraiment, de manière assez exceptionnelle, des opérations qui sont à 10 000 $. Mais généralement, on est plus sur du 1 000 $ l'extension, vraiment très cher. Pardon, mais je vais juste finir. On a sur l'Ethereum, l'Ethereum qui utilise sa propre extension. Pour le Web3 aussi, on va avoir un certain nombre de choses. Bref, la seule chose qu'on sait pour 2026, sur le round de 2026, c'est que le AGI, donc le Artificial General Intelligence, donc pour l'IA en gros, l'IA va valoir assez cher. Ne vous mettez pas dessus, il va y avoir des enchères assez chères qui vont arriver en 2026. Et voilà. Et merci beaucoup. On en a fini pour aujourd'hui. Donc vous avez un petit QR code avec les feedbacks. N'hésitez pas à nous en faire, positifs et négatifs, pour qu'on améliore la présentation. Il va rester 1 minute, peut-être le temps pour une question. Sinon, on pourra les prendre à côté pendant la pause si vous voulez. Oui ? Alors, est-ce qu'il y a un nombre maximum de caractères pour les extensions ? Oui. J'ai en tête 255, mais je crois que c'est tout, étiquette et extension inclus. Tu confirmes ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça va être donc l'ensemble du nom de domaine, avec les sous-domaines aussi. Ça va être 256 caractères maximum. C'est pas une bonne pratique d'avoir une extension à rallonge de toute façon, parce que ça va sous-entendre que les gens vont mettre longtemps à taper dans le navigateur quand même. On pense à toi, BNP Paribas. Ou chirurgiendentiste.fr. On peut prendre une petite question encore, oui ?
Alors, si toto.com est déjà réservé, est-ce que quelqu'un d'autre peut acheter une autre extension? Alors, est-ce que c'est légal? Techniquement, il n'y a aucun souci, à partir du moment où il est disponible, évidemment, sur n'importe quelle extension, le toto.com n'est plus disponible, techniquement, c'est possible. Après, la question de la légalité, elle est un peu complexe. Ça va dépendre de pas mal de paramètres, notamment d'antériorité, de qui c'est qui possède la marque, et aussi ensuite de comment tu te mets d'accord avec la personne qui est légitime à l'avoir, parce qu'il y a des procédures qui existent pour récupérer des noms de domaine que des gens t'auraient un peu pris sous le nez de cette façon-là, mais elles sont payantes. Donc, tu peux avoir intérêt à négocier de pair à pair, souvent c'est ce qui va se faire. Mais il y a un business aussi d'essayer de trouver des noms de domaine qui vont correspondre à des marques qui sont en train de s'établir en pariant un petit peu sur elles pour essayer de... Sinon, un autre business intéressant, c'est de racheter des domaines qui viennent de se libérer, qui viennent de retomber dans le domaine public, en disant ceux-là, ils ont de la valeur, et peut-être même ils ont fait une bêtise en le libérant. Voilà. Et après, ça se fait de gré à gré. Donc, techniquement, il n'y a pas de bloqueur. Après, légalement, ça dépend jusqu'où tu es prêt à aller. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. S'il y a encore des questions, on vous prend là ici.